tous, toujours en direct de Hobart. On est le vendredi 19 en heure locale, un petit peu après 2 heures de l'après-midi. Et on va faire un petit point dans un premier temps avant d'attaquer les questions. Et donc l'actualité de la semaine, elle a été quand même dominée par évidemment la séquence qui concernait Susie Goodall qui a été obligée de faire demi-tour. Enfin, c'était sa décision, mais disons que les conditions l'imposaient. Et elle a décidé de faire demi-tour pour échapper au plus fort d'un système qui s'annonçait très très vicieux et qui ressemblait dangereusement à celui qui avait fait débattre Abilash Tomi et Gregor McGuckin. Donc elle a fait demi-tour et elle est passée derrière le plus gros du système et ça lui a permis, alors ça c'est la petite ironie de la manœuvre, c'est que ça lui a fait passer finalement pour la deuxième et troisième fois le Cap Lewin dans le sens retour et quand elle est finalement repartie dans la bonne direction vers l'est. Et elle a donné un petit coup de fil ce matin pour raconter un petit peu donc à la direction de course comment ça s'était passé. Elle a eu 2 heures vraiment très très violentes où même dans le cockpit la force du vent en fait la faisait décoller du cockpit et bouger d'un côté à l'autre rien qu'avec la force du vent. Et elle a dû barrer pendant une dizaine d'heures d'affilée. Et à l'heure actuelle, elle a les mains vraiment très très abîmées et elle pense qu'il va lui falloir une semaine à peu près pour soigner ses mains. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que voilà, elle s'en est sortie sans encombre et bien maintenant, elle va pouvoir continuer à sa progression vers Hobart dans des conditions relativement plus calmes. Si on s'intéresse maintenant au reste de la flotte, eh bien, si on commence par les bons derniers, on va dire, on va commencer par Igor Zaretsky. Bon, bah, lui, pas de bol, il a cassé son étai en milieu de semaine, et donc là, il est dans une zone de calme qui devrait lui permettre de réparer. Mais pour réparer, il va falloir qu'il monte au mât. On sait que c'est jamais évident quand on est en solitaire au milieu de l'océan. Mais bon, on lui souhaite bonne chance, c'est un marin d'expérience, donc voilà, on se demande juste pour l'instant s'il aura tout le matériel nécessaire pour effectuer une réparation propre et sans bavure. Mais bon, ça, on le saura bientôt quand il nous donnera des nouvelles. Ensuite, bah, c'est Marc Sinclair. Marc Sinclair, lui, donc, il s'est détaché un petit peu d'Igor. Il était très proche de lui les derniers jours. Là, du coup, du fait de l'avarie du Russe, ben, il se détache un petit peu, mais bon, relativement lentement. Il est encore à 5000 milles du leader Jean-Luc Vandened. Mais bon, voilà, il prend toujours autant de plaisir à être en mer, il écoute sa musique, tout va bien, et donc il progresse lentement pour l'instant parce qu'il est dans une zone de calme, mais il n'a pas de problème particulier. Et il devrait accélérer bientôt parce que le vent va revenir. Donc un petit peu plus devant, eh ben là c'est Loïc Lepage. Loïc Lepage, lui, eh ben, il avance bien, il est dans un système relativement régulier, il n'est pas touché par le plus fort pour l'instant des tempêtes, mais il bénéficie un petit peu comme ça des, euh, des effets secondaires, en tout cas des systèmes apaisés pour progresser vers l'Est relativement rapidement. Lui c'est pareil, il envoie toujours des messages très positifs, il a vraiment l'air d'être content d'être en mer. Et ça se sent dans ces messages. Donc. Ensuite, bah, quand on remonte un petit peu la flotte, donc il y a Suzy dont on vient de parler. Et Oukou, lui, il a eu finalement de la chance parce que le système dont on pensait qu'il allait vraiment le, le toucher fort, finalement, il a disparu assez vite et il est descendu assez rapidement vers le sud. Donc Oukou devrait progresser relativement euh, euh, calmement, en tout cas sans être exposé à des systèmes extrêmes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui. Il sera quand même touché par une houle relativement importante, tout comme Tapio et Itzvan dont je parlais tout à l'heure, parce que la tempête, malgré tout, a généré une grosse houle qui va se déplacer vers l'est. Mais bon, rien de bien méchant, il devrait continuer à remonter un petit peu légèrement sur Mark Slatz. Et lui, Mark Slatz, eh ben, écoutez, il a des bonnes conditions pour descendre vers Hobart, des conditions qui lui permettent donc de se diriger vers le Boatshed Drum Point, où il a attendu heure locale dimanche dans la matinée, donc ça fait samedi dans la nuit pour nous en France. Et eh ben, écoutez, on l'attend de pied ferme. On fera à peu près, on mettra en place le même dispositif que celui qu'on avait euh, donc euh, décidé
d'organiser pour Jean-Luc Vandened, et donc avec du live et avec des photos et voilà, et beaucoup de joie à le retrouver après toutes les aventures qu'il a pu vivre. Et la dernière semaine n'a pas été exempt. Il faut savoir qu'il a été quand même couché 2 fois euh, lors lors de sa navigation après avoir qu'on traîné dans les calmes et s'est affronté à un vent portant. Quand le vent a daigné revenir un petit peu, voilà, ça lui a occasionné une blessure, notamment au niveau des côtes. Donc on ne connaît pas encore exactement la nature, mais bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être trop grave parce qu'il s'en plaint pas trop. Bon, on sait que il est plutôt du genre viking, donc peut-être que c'est plus grave que ça en a l'air, mais en tout cas, bon, il n'a pas l'air d'être vraiment perturbé par ça. Et ben, on va finir par le dernier, qui est le premier sur la Carto et qui est rentré dans le Pacifique la semaine, cette semaine et de belles façons. Lui qui était exposé aussi à, pareil, à un système très très étendu, mais heureusement pour lui, il était en bordure de ce système-là et ça lui a permis bon, bah, d'échapper au plus gros de la violence de ce système qui était une fois encore très très étendu. Mais il était quand même impressionné par la houle générée. Il nous parlait d'une houle de 6 à 7 mètres. Bon, quand on connaît l'expérience de Jean-Luc et sa capacité on va dire, à encaisser les, la météo, on peut se dire que ça devait être quand même relativement impressionnant. Mais voilà, ça tend à se calmer pour lui et il devrait progresser beaucoup plus gentiment dans les jours à venir. Donc, pour attaquer les questions. Ah oui, je voulais rappeler aussi qu'il y a pour les Français qui nous regardent éventuellement et qui habitent à Hobart, mon copain Nick Jaffé va faire une exposition de portraits qu'il a réalisé au Sable d'Olonne. Et donc, ce sera samedi soir entre 6 et 9. Et pour pouvoir voir l'adresse, il suffit d'aller sur le site internet où tout est indiqué sur la page Facebook. Et là, vous pourrez avoir toutes les informations concernant cette exposition et vous pourrez y rencontrer toute l'équipe de la GGR, Don, Jane, voilà, et moi puisque je suis là. Donc voilà, ça c'était le petit clin d'œil à Nick Jaffé. Donc maintenant on va attaquer les questions. Une question de Catherine Isabelle qui demande si on a eu l'occasion de voir un petit peu où en était l'état de la coque de Jean-Luc Vandened quand il est arrivé à Hobart. Et notamment, elle pose une question sur l'anti-fouling qui est utilisé par Jean-Luc, et s'il y a des spécificités par rapport à un parcours aussi long. Ce que je peux répondre là-dessus, c'est que j'ai eu Lionel Régnier ce matin, donc qui est son préparateur et qui devait faire la course, et finalement qui ne l'a pas fait, qui a vendu son bateau à Uku Ranma. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la façon dont Jean-Luc s'est préparé, c'est que donc il a utilisé un anti-fouling dont il a mis en fait 3 couches. Et sur ces 3 couches, il a rajouté une 4e couche d'un anti-fouling un peu plus performant, de façon à ce qu'il puisse glisser le mieux possible dans l'Atlantique. Et l'anti-fouling se dégradant petit à petit, et ben cette superposition de couches devrait lui permettre de bien glisser en allant jusqu'au bout du parcours. Il faut savoir que l'anti-fouling, voilà, se dégradant, la longueur du parcours a imposé de mettre plusieurs couches. Et pour ce qui concerne l'inspection qu'on a pu faire du bateau à Hobart, eh ben, le bateau était vraiment nickel. Bon, il y avait un petit peu de saleté à l'avant au niveau de l'étrave, mais tout ce qui concernait en fait tout ce qui était en dessous de la ligne de la flottaison était vraiment nickel. Il y avait quelques pousse-pieds qui s'étaient collés sur la coque, mais visiblement le rôle de l'anti-fouling c'est vraiment bien fait et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Voilà, on espère qu'il va lui rester de l'anti-fouling quand il va attaquer la remontée de l'Atlantique. Donc Alexia Cook, deuxième question qui concernait alors c'était une question qui a été posée en début de semaine, le fait que Jean-Luc rentrait dans une zone dans un système potentiellement dangereux, très étendu, etc.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, l'étendue des systèmes dans le Pacifique génère une houle qui est certes impressionnante, mais qui est beaucoup moins piégeuse que dans l'océan Indien, et que la difficulté auquel il va être affronté maintenant, a priori, ça va être plus quand il va descendre au niveau du Cap Horn, parce que forcément, la présence des terres, ça limite les options de fuite en cas de gros temps, et ça oblige aussi à descendre très bas. Donc c'est éventuellement dans ces zones-là que les choses peuvent s'avérer plus compliquées, mais logiquement, le Pacifique est un peu moins piégeux que l'Indien, et une façon de s'en protéger, c'est de faire comme il a fait, lui, Jean-Luc, quand il est arrivé dans le Pacifique, c'est de ralentir volontairement sa vitesse pour laisser passer le plus gros du système sous lui et devant lui, et en fait pour pouvoir rattraper le train de vent gentiment après en accélérant et en poursuivant sa route relativement nord. Il est relativement nord, il est placé au-dessus de la zone de sécurité à 2 degrés et demi, je crois. Ça lui permet d'avoir un petit peu comme ça d'amplitude pour descendre ou monter sans rentrer dans la zone de sécurité. Et une fois encore, ces zones de sécurité sont établies pour faire que les skippers de la Golden Globe Race 2018 soient exposés le moins possible aux systèmes les plus puissants. Troisième question de Philippe Martin, pourquoi les bateaux de la GGR sont plus rapides que ceux de la première édition? C'est vrai que sur le papier, pour l'instant, si on prend le cas de Jean-Luc, c'est effectivement très impressionnant. Ce qu'on pourrait dire, c'est que déjà, les choses ne sont pas forcément comparables dans la mesure où, en 68, c'était un grand saut dans l'inconnu. Si on prend pour référence le Sir Robin Knox Johnston, son bateau était extrêmement chargé. Il avait plus de 850 boîtes de conserve et après encore des boîtes de confiture, etc. Donc le bateau était extrêmement chargé. Les bateaux sont beaucoup moins chargés aujourd'hui, notamment au niveau de la nourriture, parce qu'il y a quand même l'utilisation de lyophilisés, etc. Donc il y a un facteur poids déjà qui rentre en compte. L'anti-fouling, on vient d'en parler, les bateaux glissent aujourd'hui beaucoup mieux sur l'eau qu'ils ne glissaient à l'époque. Donc sur un parcours qui fait 30 000 milles, c'est quand même très très important. On voit qu'aujourd'hui, il y a une différence. Je crois que la moyenne de Jean-Luc pour l'instant est de 5 nœuds 4 et la moyenne la plus faible, qui doit être celle d'Igor, est de 3 nœuds 1. Donc vous voyez, ça se joue finalement à pas grand-chose, entre guillemets. Mais la longueur du parcours fait que les différences sont énormes à la fin. Donc voilà, anti-fouling plus performant, bateau moins lourd. On pourrait rajouter aussi les coupes aussi des voiles sont plus performantes, même si les matières utilisées sur la Golden Globe Race 2018 sont sensiblement proches de celles qui étaient utilisées en 68 pour des questions de règlement. La coupe des voiles, l'écoulement laminaire est bien meilleur que celle de l'époque, et ça permet, pareil, sur des longues distances, de faire la différence. Et pour terminer, je dirais, dans le cas de Jean-Luc, à nouveau, puisque c'est lui qui est largement premier sur cette course, il y a une grosse préparation. Il y a une connaissance de la météo qui s'est développée depuis 50 ans, et les pilote charts sont beaucoup plus précis. Les études, Jean-Luc a fait faire une étude, a priori, sur plusieurs années pour montrer les régularités un petit peu du temps et récupérer tout un tas d'informations qui permettaient de prendre les bonnes décisions. Tous ces éléments-là, cumulés sur un parcours aussi long, ça fait des différences de vitesse qui se matérialisent par beaucoup de temps de différence. Et puis la trajectoire de Jean-Luc, notamment dans l'Atlantique Sud, a vraiment permis de raccourcir la route aussi, chose qui n'avait pas été le cas pour Sir Robin Knox Johnston. Donc voilà, tous ces éléments-là cumulés font penser que sur un parcours aussi long que la Golden Globe Race, les écarts sont rapidement très très importants. Une question de Steve Sépul concernant l'utilisation éventuelle et ponctuelle d'un GPS à l'arrivée, notamment des drop points dans des conditions qui sont potentiellement dangereuses, comme de nuit l'approche de Hobart.
Et signalé que Jean-Luc, effectivement, a fait remarquer que c'était un petit peu dangereux, un petit peu risqué. Il faut savoir que le règlement de la Golden Globe Race n'autorise pas le GPS, donc ils sont en charge de leur sécurité. À eux de prendre les marges nécessaires pour que les choses se passent sans encombre. Malgré tout, il y a une surveillance de la direction de course qui fait que si on observe une trajectoire qui effectivement correspond à une route de collision, nous on est en droit de les prévenir pour leur signaler que voilà, ils courent vers le danger. Mais au-delà de ça, voilà, il n'y a pas de moyens électroniques autorisés à bord, donc le GPS évidemment n'est pas autorisé. Pour finir, une question de Mathieu Bouillaguet qui demande comment les navigateurs font-ils pour obtenir la météo et connaître leur position. Eh ben là c'est toujours pareil, il n'y a pas de moyens électroniques autorisés à bord, donc pour connaître la météo, eh ben, ils bénéficient de ce que veut bien leur transmettre leur BLU, leur radio grande onde, pour recevoir les bulletins météo qui sont dispatchés tout autour de la planète en fonction des zones de navigation. Donc ça, c'est leur première source d'information. Ils peuvent également se renseigner auprès des bateaux avec lesquels ils réussissent à rentrer en contact en fonction de leur trajectoire et de leurs rencontres éventuelles. Et là, ils sont autorisés à leur demander à la fois la météo, à la fois leur positionnement, à la fois leur classement. Là, il n'y a pas de limite de renseignement à ce niveau-là. Et puis sinon, pour connaître leur positionnement, ils ont aussi le sextant et tous les outils qui étaient autorisés en 1968 et qui permettent, si le soleil est de la partie, combiné au compas et au lock qui donne la vitesse du bateau, de croiser tous ces paramètres pour avoir une idée relativement précise de l'endroit du monde dans lequel on se trouve. Donc voilà un petit peu rapidement comment on peut répondre à ces questions-là. Évidemment, on pourrait développer, mais ce n'est pas vraiment le lieu de cet exercice. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, toujours en direct de Hobart. Et d'ici là, a priori, on aura rencontré Mark Slatz, qui sera sûrement, j'imagine, très heureux de nous raconter toutes ces aventures et de voir un peu de présence humaine. Voilà, à très bientôt, au revoir.